Les gars, cette vidéo, elle est extrêmement importante parce qu'avant même qu'on commence à s'intéresser au Bitcoin, à la DeFi et à faire grossir votre portefeuille, il faut déjà comprendre la révolution fondamentale que la blockchain va apporter. Dans cet épisode, on va faire une prise de hauteur sur les enjeux économiques actuels, on va parler du facteur clé responsable de l'effondrement de notre civilisation et pourquoi l'industrie des crypto-monnaies arrive pile à temps pour renverser la donne. Aussi dans cette vidéo, on va mettre les banques en PLS. J'espère que vous êtes prêts. Avant de parler de blockchain, de banque et d'économie, on va parler un peu de l'histoire de l'argent. L'argent papier qu'on connaît n'a pas toujours été. Beaucoup de monnaies ont été utilisées à travers les âges, comme par exemple les coquillages, les pierres, les métaux précieux, le bétail, le blé, le cacao, le poivre, le tabac, les peaux de bête, les feuilles de thé, des tissus artisanaux, des petits objets travaillés, du sel. Le sel était typiquement utilisé pour payer les légionnaires romains dans l'Antiquité. C'est là d'où vient le mot salaire. Donc en fait, c'est quoi le point commun entre toutes ces formes de monnaie qui ont existé à travers les âges? Eh bien en fait, toute monnaie repose sur la confiance. Que l'on paye en coquillage, en pièces d'or, en billets, en carte de crédit ou en bitcoin, le vendeur ne cédera son bien que s'il a confiance dans la valeur que la communauté reconnaît à la monnaie reçue en échange. Donc vous avez une maison à vendre à 1 million d'euros, vous n'allez pas la vendre contre 30 bitcoins, admettons, si vous n'avez pas confiance en la valeur du bitcoin. Donc en fait, quand tout le monde est d'accord pour dire qu'une pièce de monnaie, un coquillage, une unité en gros, ça vaut tant, alors la confiance est créée. Le but même d'une communauté, finalement, c'est de vivre ensemble, de partager du savoir, des histoires, d'échanger des choses, mais aussi des biens et des services. Donc l'argent, en fait, c'est la technologie de la confiance et c'est la technologie du vivre ensemble. Plus les interactions sont nombreuses et complexes, plus les civilisations se stabilisent et se développent. La monnaie papier qu'on connaît aujourd'hui et qui existe depuis l'Antiquité a énormément contribué à faire évoluer nos sociétés. Parce qu'avant la monnaie, on avait le troc, et le problème d'une économie basée sur le troc, c'est que la complexité des produits et des services qu'elle réalise diminue. On ne peut pas, dans une société basée sur le troc, qu'on appelle aussi une société prémonétaire, créer et produire un iPhone par exemple. Donc comme vous le voyez, la monnaie c'est une invention qui a énormément contribué à faire avancer l'histoire tout simplement. Une autre invention qui est très très ancienne et qui a énormément contribué à faire grandir nos économies, ce sont les banques. À l'âge de bronze, l'ancêtre des banques et des gestions de fonds, c'est l'évolution du grenier. Donc on a des sacs de blé, on doit les stocker, les protéger, potentiellement les récupérer plus tard. Et pour ça, on fait confiance à un parti tiers qui s'en charge. Donc ensuite, à travers l'histoire, les banques deviennent capables de prêter une partie de leurs dépôts pour différents projets avec une prise de risque. C'est comme ça que les premières banques de dépôt naissent et prolifèrent. À l'époque, leur moyen de rémunération, c'était de prêter de l'argent et de récupérer des dividendes. On sait aujourd'hui que les banques ne font plus ce travail, elles préfèrent jouer de l'argent sur les marchés financiers plutôt que de financer l'économie réelle. Parce qu'on a perdu le Glass-Steagall Act, qui a été abrégé par les États-Unis sous Clinton, et qui séparait les banques d'affaires et les banques de dépôt, de sorte à ce que les banques de dépôt fassent leur vrai travail, plutôt que d'aller jouer ça sur les marchés financiers. Les banques ont joué un rôle considérable dans l'histoire, donc dans l'Antiquité, la Renaissance, le Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui. Comme elles ont des capacités de financement qui sont potentiellement astronomiques, on peut financer des projets à l'échelle d'une entreprise, d'une région, d'un pays, à l'échelle internationale même. Les banques sont un puissant levier de pouvoir et elles sont un puissant levier en fait pour l'économie. Aujourd'hui, à beaucoup d'égards, les banques ne sont plus des institutions de confiance. L'argent et l'économie à l'échelle mondiale est malade, à cause de ce qu'on appelle l'inflation monétaire. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Autrement dit, les États impriment beaucoup trop de monnaie, et le fait que les banques sont inondées de monnaie par les banques centrales, à un moment donné, on ne peut pas injecter des centaines de milliards de dollars, d'euros ou de yens dans l'économie sans qu'il y ait des retombées catastrophiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez fait les cours d'économie, mais la première chose qu'on a apprise dans ce cours, c'est que plus on injecte de la monnaie, moins la monnaie a de valeur et moins les citoyens ont de pouvoir d'achat. Après la première vague du Covid, du coronavirus, le dollar s'est complètement écrasé. Pas à cause du virus, mais bien parce que les banques centrales imprimaient en quantité phénoménale pour absorber le coût de la crise, alors que l'histoire nous a montré à maintes reprises que ça ne marchait pas. Au lieu de vous balancer ces faits sans réellement les prouver, je vous propose de regarder directement ce graphique. Ici, vous voyez la quantité de dollars en circulation depuis 1975. Ça se compte en milliards de dollars, donc 1000 milliards, 2000, 3000,
etc. On peut voir ici que tout va bien, c'est assez plat. Et là, boum, ici on a la crise de 2008. Et là, vous pouvez voir, il y a quand même un joli pic qui est en train de se créer. Et depuis 2008, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime, on imprime. Et regardez ce qui se passe en 2020. En février, début février plus précisément, boum, on grimpe d'un coup. Alors certains disent que 40% des dollars ayant été imprimés depuis l'histoire des États-Unis a été imprimé pendant la seule année 2020. D'autres disent que c'est 18%, mais c'est à minima un cinquième de tous les dollars ont été imprimés en 2020. Ça fait hyper peur. À cause de cette seule statistique, beaucoup d'économistes parlent d'un crash global sur les marchés financiers. On est actuellement en train de foncer dans le mur, je vous conseille fortement de regarder ces vidéos. Alors il y a beaucoup de vidéos très intéressantes sur le sujet disponibles sur YouTube. Regardez toujours les sources. Il y a quand même pas mal de gens très intelligents, des économistes, des financiers, des traders, etc., qui parle réellement de ce sujet. C'est pas moi qui l'invente. Regardez tout ce qui est interview. Regardez cette chaîne qui est vraiment pas mal. Je vous la recommande. C'est en anglais par contre, donc je voudrais pas exclure les non-anglophones, mais je suis sûr. J'ai pas regardé en français, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres sources aussi intéressantes. C'est pas un petit sujet que j'ai inventé, c'est vraiment un sujet d'actualité. D'un côté, il y a des gens qui nous disent, alors on vient de terminer la crise du Covid, donc le marché de l'immobilier est pas cher, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, c'est le moment de prendre avantage et de devenir potentiellement riche. Ce que vous verrez dans vos recherches, c'est qu'en fait c'est tout l'inverse et que les taux d'intérêt sont extrêmement bas depuis beaucoup trop longtemps et apparemment c'est pas des caractéristiques pour une économie en bonne santé. On continue. Les banques aujourd'hui sont en crise, elles sont trop nombreuses et beaucoup sont en faillite. La Deutsche Bank par exemple, qui a été la plus grande institution bancaire en Allemagne depuis les années 1800, aujourd'hui elle est en faillite. Elle est sous perfusion, l'État est obligé de lui envoyer de l'argent, sinon elle meurt en fait. En Suisse c'est pareil, il y a tout un tas de banques qui sont mortes. Les autorités sont hyper pudiques sur la situation, mais on envisage de fusionner Crédit Suisse et UBS. Ces deux banques, si vous voulez, c'est un peu comme Pepsi et Coca-Cola. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement grave. On fusionne pas McDonald's et Burger King quand ça va pas. Aujourd'hui, le pouvoir monétaire est entre les mains de l'État et des banques centrales, et ils font absolument n'importe quoi avec l'économie. Enfin, il y a plein de raisons qui font que les marchés financiers en 2021 vont complètement s'écrouler. Ça peut être le sujet d'une future vidéo. On remarque aussi que le peuple est au service des banques. Donc j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai un pote à moi qui est dans la crypto et qui un jour, comme ça, par curiosité, est allé chez son banquier pour voir un peu les services financiers qu'il proposait. Donc il est arrivé, ils se sont assis, ils ont dit bonjour monsieur, nanana. Alors quels sont les services que vous proposez? J'aimerais mettre beaucoup d'argent de côté, à long terme. Quels sont les services que vous proposez? Alors le banquier il dit alors on a tel et tel service, on a le livret A, on a différents autres trucs. Le pote il dit c'est quoi le taux le plus élevé que vous avez? Et le banquier il dit bah 4,2% à l'année. C'était pour un livret A, il me semble. Et en fait, il dit, putain, 4,3% à l'année, c'est pas énorme, hein. Et donc après, le banquier il continue à parler, et puis il dit, ouais, alors, ce qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'il y a des frais de carte et des frais de gestion du compte. Et mon pote, il dit, ok, mais si on additionne ces deux frais, ma marge de 4% à l'année, elle est complètement grignotée, en fait. En fait, je perds de l'argent. Et le banquier il dit oui, c'est ça. Mais vous êtes obligé parce que ce sont des frais inhérents au programme. Bon, bah écoutez, mon pote il est vite ressorti de la banque, hein. Donc voilà, au final en 2021, si vous voulez mettre votre argent en banque, ils vont vous inventer des frais à droite et à gauche pour grignoter vos marges. Et au final, ce que vous allez gagner ne couvrira même pas les frais de la carte et les frais de gestion. Un autre problème des banques aujourd'hui, c'est qu'elles sont extrêmement peu réactives. Demain, si vous voulez faire un gros virement, vous devez attendre minimum 48 à 72 heures que votre banquier valide l'IBAN de votre bénéficiaire. Pourquoi? Parce que la banque, elle n'a pas envie qu'il y ait beaucoup d'argent qui sorte. Elle a envie que l'argent reste dans les caisses. Évidemment, si votre bénéficiaire il est dans la même banque que vous, ça posera beaucoup moins de problèmes que si votre grosse somme d'argent, admettons 10 000 balles, elle sorte de la banque. Et ils vont tout faire pour vérifier en détail votre bénéficiaire, puisqu'encore une fois, c'est pas dans leur intérêt. Et en même temps, ça se comprend. Ils sont en crise, ils sont censés gérer l'argent pour faire du profit. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez envie de confier votre argent à une institution qui est en crise comme ça, qui est autant en dèche d'argent? Donc au final, c'est pas vous réellement qui décidez où mettre votre argent. Donc ce problème, il a très vite été résolu par
les néobanques et autres services de transfert rapide. Ils ont compris que le marché avait besoin de déplacer son argent comme il voulait, rapidement aussi, parce que le week-end, vous ne pouvez pas virer de l'argent, par exemple. La révolution bancaire a déjà commencé un petit peu avec les néobanques. Mais par contre, quand on est dans la crypto, on se dit, mais attends, je peux envoyer des fonds potentiellement astronomiques, sans demander de l'avis de personne, et avec des frais qui se comptent en centimes. Il y a un autre fait qui me choque, moi, à titre personnel, mais j'ai l'impression que c'est un fait que tout le monde a accepté, c'est que les banques ne garantissent pas les dépôts dans leur totalité. Autrement dit, si tous les clients d'une banque décident de retirer leur argent en même temps, et en fait, c'est impossible. La banque ne vous laissera pas retirer. Parce qu'en fait, encore une fois, elles sont tellement en crise et elles gèrent tellement l'argent n'importe comment que votre dépôt n'est pas garanti. Donc, une fois de plus, les banques ont un immense pouvoir sur vos finances et par conséquent, elles ont un immense pouvoir sur vous à titre personnel. Bon, et là, les gars, je vous vois totalement venir. Ouais, mais du coup, est-ce que je dois complètement quitter les banques? J'ai un compte en banque, j'ai mes économies dessus, comment je fais? Est-ce que je fais un gros fuck aux institutions et je me casse? Écoutez, les gars, en fait, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de réelle solution de rechange à part les néobanques. Vous pouvez vous mettre dans une néobanque, ce sera déjà un grand pas en avant. Vous aurez plus de visibilité sur, enfin, ça fonctionnera mieux quoi pour vous. Mais il y a quand même un avantage à avoir un compte en banque, c'est le fait d'avoir une carte et de la liquidité. Et les employeurs prennent pas encore les néobanques, ils prennent que les banques classiques. Donc avant qu'on ait de réelles solutions alternatives, gardez votre compte en banque. Encore une fois, si demain vous voulez postuler pour un job parce que vous êtes en dèche, ils accepteront pas des Revolut, des N26. Il me semble qu'ils acceptent encore que les cartes bancaires normales. Donc pour l'instant, on est encore un peu obligé d'utiliser les cartes bancaires. Rassurez-vous, il y a des solutions qui vont bientôt arriver. Mais voilà, donc en attendant, changez rien. Voilà, soyez patient. L'argent va mal, donc la confiance va mal. Dans l'histoire, on a vu à maintes et maintes reprises que à chaque fois qu'une civilisation se retrouve avec une monnaie malade ou dévaluée, cette civilisation finit par s'effondrer. C'est ce qui s'est passé par exemple dans la société romaine du IIIe siècle, où au départ, la monnaie romaine avait un très fort pouvoir d'achat, et puis petit à petit, elle va être dévaluée. Les empereurs vont faire couper les pièces en deux, ils vont refondre de nouvelles pièces avec le métal récupéré, les quantités donc d'argent par pièce ne vont faire que diminuer. Et évidemment, à l'époque, tout comme aujourd'hui, l'argent, c'est l'outil de la confiance, c'est l'outil du vivre ensemble. Donc quand la monnaie ne vaut plus rien, la confiance ne vaut plus rien, et le vivre ensemble va très mal. Résultat, on est très proche de la guerre civile. Et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le constater, hein. Il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Les gilets jaunes, Black Lives Matter, des attentats terroristes, une très mauvaise gestion de la crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, alors qu'il y a certains pays qui s'en sont très bien sortis. Et aussi, moi, il y a un autre truc qui me fait vraiment peur là, c'est le néo-communisme. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Evergreen, mais dans certains pays, et aussi en France, on a une montée de l'extrême gauche, enfin du néo-communisme. Vos devoirs, c'est de regarder le reportage d'Evergreen. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe et au Japon, la planche à billets tourne indéfiniment. On appelait d'ailleurs ces trois pays la triade dans les années 70-80 parce qu'on l'a considérée comme la colonne vertébrale du commerce mondial et de la mondialisation naissante à l'époque. La triade aujourd'hui est dans une santé monétaire catastrophique. Du côté du Japon, on a eu une déflation très importante dans les années 2010. En Europe aussi, avec l'euro, on est dans une situation où il y a beaucoup trop de monnaie en circulation. Et le dollar, c'est bien pire. Il a perdu 10% de sa valeur au mois de mars-avril 2020, pendant le premier confinement, il me semble. Et il a reperdu une grosse partie de sa valeur aux élections de Biden. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts qui redoutent fortement une grosse crise économique et un crash des marchés financiers à l'échelle globale dans le courant de l'année 2021. Donc à surveiller. Ce crash du système monétaire est dû en très grande partie au comportement collectif des banques centrales et leur impression extrême de monnaie. Maintenant, il y a aussi. Donc là, on a vu vraiment la notion de monnaie en détail. Maintenant, on va un peu comprendre la notion de pouvoir. À l'école, on nous apprend qu'il y a 3 grands types de pouvoir et ils doivent être séparés pour assurer le bon fonctionnement de la démocratie. C'est le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Le pouvoir législatif, c'est faire élire les lois, le pouvoir exécutif, c'est les faire appliquer, et le pouvoir judiciaire, c'est sanctionner.
Donc, dans le monde occidental, par contre, il y a deux autres pouvoirs qui sont beaucoup plus puissants que les autres. Donc en premier, on a le pouvoir médiatique. Dans un système électoral où on élit des présidents, ce pouvoir est le plus puissant de tous parce qu'il oriente la vision des faits. Rappelez-vous, il n'y a pas de faits, il n'y a que des perceptions sur les faits et des angles de vue différents. Donc les médias, en fait, ont cette capacité à cadrer et orienter l'information pour influencer des groupes de personnes. On l'a vu notamment avec l'élection de Trump aux États-Unis et tout l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de Trump. Même si on parlait de lui en négatif, il a fini par être élu. Il y a un biais cognitif d'ailleurs assez intéressant, où en fait l'être humain, le cerveau humain, est beaucoup plus câblé pour répondre aux informations négatives qu'aux informations positives. Au-dessus du pouvoir médiatique, maintenant, il y a le pouvoir monétaire. Ici, on parle essentiellement des banques. Quand les banques servent le peuple, elles font des choses absolument extraordinaires. Elles ont financé, par exemple, le canal de Suez, les infrastructures, le système d'autoroutes américain, les plus grands barrages hydroélectriques au monde. Les banques sont donc un levier de pouvoir et elles ont eu énormément d'influence à travers le monde. Par contre, le problème, c'est que les peuples, ils n'ont pas leur mot à dire dans la politique des banques centrales. Et si on part du principe que le peuple devrait avoir le contrôle total sur tous les pouvoirs, on pourrait envisager que la production d'argent soit entièrement réglementée avec une inflation contrôlée. Et aussi qu'on ait un système de transparence qui soit très efficace, parce que dans le milieu de la banque, les fraudes, c'est quasi normal. Et d'ailleurs, en parlant de redonner le pouvoir au peuple, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que le Bitcoin est entièrement basé sur ce principe. Comme vous le savez, la valeur d'une monnaie est définie par son offre. Plus il y a de dollars en circulation, plus il se dévalue. En fait, elle est là la valeur fondamentale du Bitcoin. C'est que la quantité finale et le rythme de production de Bitcoin, le rythme de minage, autrement dit, elle est gravée dans un code informatique que personne ne peut changer. À l'heure où je fais cette vidéo, sur un total de 21 millions, il y a déjà 18 600 000 Bitcoins qui ont déjà été minés. Tout le monde sait qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoins, et encore une fois, personne ne peut changer ça. Personne ne peut manipuler les cours, dire « Ah tiens, on va monter, on va baisser, on va faire plus de Bitcoin. » Non. Aussi, un Bitcoin, c'est quoi? Déjà, un Bitcoin, il est divisé en plein de petites unités qui sont des Satoshi. Et chaque Satoshi possède son numéro de série et il possède aussi une liste de tous ses précédents propriétaires. Quand vous achetez un Bitcoin, vous pouvez savoir à qui a appartenu ce Bitcoin, dans quelle transaction elle a utilisé. Et globalement, n'importe qui avec une connexion Internet peut avoir ces informations. Donc typiquement à la télé, on entend dire « le Bitcoin finance le terrorisme »,« le Bitcoin est trempé dans des affaires super sales »,« le Bitcoin sert à blanchir de l'argent », etc. etc. Écoutez, ça c'est encore les médias qui déconnent. En réalité, le Bitcoin a servi à démanteler beaucoup d'organisations criminelles. Parce que justement, n'importe qui, encore une fois, qui a une connexion Internet, peut consulter les transactions. Donc d'ailleurs, cette technologie, au passage, s'appelle le Proof of Work. Donc naturellement, dans un tel contexte, quand il existe aujourd'hui une technologie de la monnaie qui amène un nouveau niveau de confiance bien supérieur, on a cette confiance globale qui se déplace et les crypto-monnaies forment une renaissance bancaire absolument fondamentale. Parce que les blockchains peuvent permettre de redonner le pouvoir monétaire au peuple. Donc là, ce qu'on constate, c'est que les banques, elles sont vraiment mal barrées. Et d'ailleurs, il y a tout un secteur dans l'univers des cryptos qui s'appelle la DeFi, la Decentralized Finance, qui ont justement pour vocation de disrupter les banques et de les faire couler. D'ailleurs, il y a un acteur dans l'industrie de la DeFi qui s'appelle Celsius Network, je vous présenterai ce projet avec grand plaisir. Eux, ils le disent carrément haut et fort dans leur communication. Ce qu'ils disent, c'est que quand eux, ils gagnent, les banques perdent. Donc j'aime bien, c'est assez direct. Aujourd'hui, on a compris que l'industrie des banques se fait disrupter. Pour donner quelques exemples, l'industrie automobile déconnait dans les années 2010 avec tous les enjeux environnementaux. Elles se sont fait disrupter par Tesla. L'industrie informatique déconnait avec IBM dans les années 80. Elle s'est fait disrupter par Apple et Microsoft. L'industrie bancaire déconne complètement depuis 30 ans. Elle est en train de se faire disrupter par le monde de la crypto-monnaie. Les institutions, normalement qui sont les intermédiaires de confiance, aujourd'hui ne sont plus à la hauteur. Surtout qu'en fait la blockchain, c'est une révolution explosive qui va percuter plein de domaines différents. Son pouvoir, c'est de faire sauter les intermédiaires de confiance. La blockchain, ce qu'elle permet, c'est les échanges peer-to-peer en anglais, donc les échanges de particulier à particulier. Pour comprendre cette notion, je vais citer l'exemple d'Airbnb, qui est pour moi le plus marquant. Donc Airbnb, si vous voulez, son job, ça a été de disrupter un secteur particulièrement malsain qui est celui des agences immobilières. En Espagne, par exemple, vous devez payer 1 mois de loyer à une agence immobilière quand vous louez une maison. L'agence, elle fait rien pour vous, mais c'est vous qui devez lui payer 1 mois de loyer.
Tout ce qu'elle fait, c'est de poster l'annonce, mais même les propriétaires auraient pu le faire au final. Et en cas de litige, elle ne vous aidera pas, elle travaille pour les propriétaires, pas pour vous. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire Airbnb, c'est d'instaurer un meilleur niveau de confiance. Il y avait une histoire où c'était deux propriétaires d'un appartement à New York qui sont partis en vacances. Pendant qu'ils étaient en vacances, ils ont mis leurs biens en location sur Airbnb. Le problème, c'est que dans l'appart, il y avait eu une énorme orgie et tout a été détruit. De l'alcool sur les canapés, des meubles cassés, vraiment la totale. L'appart souillé à mort. Donc, ce qu'ils ont fait Airbnb, c'est que ils ont prolongé les vacances des proprios. Ils ont tout payé, du coup. Ils ont prévenu leur employeur et ils ont complètement rénové l'appartement, si ce n'est qu'ils l'ont rendu encore plus beau qu'avant. Et tout ça, en fait, après, ils ont communiqué dessus, évidemment. Tout ça a servi à créer un niveau de confiance absolument énorme que Airbnb continue de monétiser aujourd'hui. Idem avec Uber. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont disrupté l'industrie des transports. Ils sont arrivés avec un meilleur service, des prix plus attractifs et un meilleur niveau de confiance. Et surtout, ils ont connecté les particuliers avec les particuliers. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout ce que les gens veulent, c'est un meilleur service, moins cher, avec un meilleur niveau de confiance. La différence, par contre, entre Airbnb, Uber et la blockchain, c'est que Airbnb et Uber sont centralisés. Ils ont des bureaux physiques avec des équipes à rémunérer. La blockchain, c'est l'inverse, elle est décentralisée. Toute l'interface et le système de fonctionnement des services est écrit avec du code. Donc dans le Bitcoin, Ethereum et plein d'autres crypto-monnaies, on peut vérifier qui utilise et respecte ou non le contrat. Il y a cet aspect de transparence maximale où n'importe qui peut voir qui respecte ou non le contrat. Et ça, c'est une libération parce qu'aujourd'hui, on est à la merci des Uber, des Airbnb, des Microsoft, des Google, Apple, qui en plus collectent des données sur nous. La ressource la plus chère et la plus lucrative pour toutes ces entreprises, avant tout, c'est vos données. C'est votre temps d'attention. Plus vous utilisez tous ces services, plus ils ont de données qualitatives sur vous, plus ils vous connaissent en fait. Et plus ils peuvent vous proposer des pubs hyper personnalisées. Dans un système de blockchain, tout ça va complètement disparaître. Toute votre valeur et toute votre richesse vous appartient. Puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires, certes, Airbnb et Uber sont d'excellentes entreprises qui ont réellement changé une partie de l'économie, mais par contre, elles prennent des commissions assez importantes sur toutes les transactions. Dans une blockchain, il n'y a que le réseau et les utilisateurs. Donc j'aimerais terminer sur cette petite citation d'Idriss Aberkan. La blockchain sert à créer de la confiance sans enrichir d'intermédiaires. Je trouve ça très bien dit. Et d'ailleurs, ce mec, si vous voulez, c'est un philosophe, conférencier, entrepreneur et investisseur. C'est un mec qui a beaucoup de choses intéressantes à dire. Il m'a beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Je vous recommande fortement d'aller regarder sa chaîne YouTube. Vous allez sûrement en apprendre une tonne sur les problématiques d'avenir. Et si vous voulez approfondir tous les sujets que j'ai évoqués dans cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller regarder sa chaîne YouTube. Donc voilà les gars, j'espère que j'aurais pu vous apprendre une chier de trucs. J'espère que j'aurais pu vous ouvrir les yeux sur l'importance de cette révolution. Une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes monté dans le train au bon moment. Là, c'est comme si vous aviez investi dans Amazon ou Apple dans les années 90. C'est-à-dire que avant qu'on atteigne l'adoption mainstream, il faudra encore attendre 3, 4, 5 ans, à mon avis. Donc félicitations, on se rejoint dans la prochaine vidéo.